Bonjour à tous, vous venez de passer les portes de l'Auto Fight Club. Vous le savez, un débat sans compromis, sans langue de bois. On est là pour aborder les sujets qui fâchent et surtout pour vous informer, pour décrypter l'information liée à l'automobile. Pour notre première vidéo, nous avons abordé un sujet, le tout électrique, utopie ou réalité à terme. Nous avions la chance d'avoir l'ancien ministre de l'Industrie et de l'énergie, Marc Ferracci. On attaque la deuxième partie de ce débat parce que vous avez énormément commenté, énormément partagé la première vidéo. Autour de cette table, de nouveaux invités pour aborder plus précisément un sujet qui va vous fâcher, c'est le bonus-malus écologique. Nos invités montent sur le ring. Alors, nous avons autour de cette table Diane Strauss. Bonjour Diane. Bonjour. Vous êtes directrice France de l'ONG européenne Transport et Environnement. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Merci. On a également Pierre Guignot. Bonjour. Bonjour Pierre, directeur Subaru et Mitsubishi France, deux marques japonaises bien connues des passionnés. Et Julien Bonnet. Salut Julien. Bonjour. Journaliste spécialisé automobile pour BFM. La thématique d'aujourd'hui, la question, c'est bonus-malus 2026. Le bonus-malus fête ses 18 ans. Il vient de les fêter, c'était en 1er janvier 2008. Julien, juste comme ça, un petit rappel. C'était quoi le bonus-malus, cette idée de départ qui vient du ministre Jean-Louis Borloo, bien sûr, qui a été ministre de l'Environnement à l'époque, sous le président Sarkozy. Oui, tu l'as dit, 2008, le Grenelle de l'environnement qui acte en fait ce principe bonus-malus. Donc en fait, on va financer l'achat de véhicules peu polluants, donc à l'époque encore des véhicules thermiques, mais qui émettaient moins de CO2 que les autres, par justement un malus qui touche les véhicules qui, eux, en émettent plus. Alors, on rappelle d'ailleurs que le CO2, c'est pas vraiment un polluant, c'est plutôt un gaz à effet de serre. Donc, ça, on va demander après à Diane un peu des compléments d'infos là-dessus. Mais c'était quoi l'idée de départ? C'était de prendre, entre guillemets, un peu aux riches, c'est un peu le principe du Robin des Bois, pour permettre aux moins riches de s'offrir un véhicule neuf? Oui, complètement, parce qu'en finalement, au tout début, on voyait qu'une voiture qui émettait 130 grammes, par exemple, de CO2, elle recevait une aide d'environ 200 €, alors qu'aujourd'hui, elle va être fortement taxée. Donc on voit qu'en fait, depuis 2009, la première année vraiment effective pour le malus, on avait vraiment cette logique quand même qu'il y avait peu de véhicules qui étaient pénalisés, ou alors d'inciter les constructeurs à faire baisser bien sûr leurs émissions de CO2 sur les véhicules qu'ils proposaient pour réduire ce malus. Et depuis, en fait, on était historiquement sur un système déficitaire. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, le système devait s'équilibrer, le malus devait vraiment financer les bonus, puis on a vu qu'en fait, les gens se ruaient plutôt sur les véhicules qui avaient une aide, ce qui est assez logique, plutôt que ceux qui étaient taxés, et donc on est quand même sur un déséquilibre qui était assez important. Après, on peut l'assumer d'un point de vue budgétaire, justement, pour verdir le parc. Et ça, on va revenir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a eu des évolutions en 18 ans. Diane, je viens nous parler de gaz à effet de serre. Le CO2, c'est quoi un gaz à effet de serre? Un gaz à effet de serre, c'est donc un gaz qui va avoir un effet de réchauffement sur notre atmosphère. Comme vous savez, maintenant, on est à risque d'être à plus 4 degrés. C'est les scénarios actuels pour la planète, ce qui veut dire augmentation des événements climatiques extrêmes, augmentation du niveau de la mer. Vous savez que peut-être qu'une ville comme Sète est très menacée par l'augmentation du niveau de la mer, les fissures dans les maisons. La question du changement climatique va toucher tout le monde, et donc c'est une question de comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour réussir à réduire nos émissions de CO2, gaz à effet de serre. Et c'est uniquement lié au CO2? C'est le fait que le CO2 augmente dans l'atmosphère qui fait qu'aujourd'hui, on a potentiellement un risque d'avoir plus 4 degrés à l'échelle planétaire? Oui, maintenant, il y a vraiment un consensus scientifique qui dit que parce que les humains utilisent des énergies fossiles, ces énergies fossiles émettent du CO2 dans l'atmosphère, et donc l'atmosphère, finalement, de la Terre se réchauffe. C'est quoi? C'est la combustion, juste pour comprendre, c'est la combustion des énergies fossiles, donc c'est quoi? C'est CO2, méthane, le pétrole, le gaz, voilà, tout ce qu'on brûle. Le gaz, exactement. Et donc, c'est vrai que l'électrique est une bonne solution parce qu'elle est issue d'électricité bas carbone, soit nucléaire, soit énergie renouvelable, et permet de limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transport, c'est le secteur qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe. C'est 30% des émissions, et rien que la voiture individuelle, c'est 15%. Donc si on arrivait à transformer le parc, en fait, on aurait déjà gagné une très grande bataille dans la lutte contre le changement climatique. J'ai une petite question à vous poser. Quelle est la première source d'émissions de CO2 à l'échelle planétaire? Diane, vous allez répondre en dernier, parce que vous avez forcément la réponse. Pierre?
Quelle est l'industrie? C'est quoi? C'est plus une émission, c'est un quiz. Non, mais c'est ça. Non, mais je vous pose aussi la question à la maison, c'est que qu'est-ce qui rejette le plus de CO2 dans l'atmosphère? Quelle est l'industrie ou l'activité humaine qui rejette le plus de CO2 dans l'atmosphère? En tout cas, si tu poses la question, c'est pas la voiture. Voilà. Donc, mais après, c'est vrai que j'ai lu comme tout le monde, et c'est vrai qu'on revient sur la compréhension et la transparence sur l'environnement et le climat. C'est vrai que c'est difficile aussi d'avoir les idées claires. On en reparlera peut-être un peu après, mais répondre là comme ça spontanément, j'ai pas l'info et je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est pas l'automobile. À chaque fois que je pose la question, je veux dire 95% des fois les gens me disent je suis pas étonné. Petite intuition sur l'industrie textile, je crois qu'elle est très critiquée ces dernières années, mais c'est pas le textile, Diane. Alors, statistiquement, je vais dire que c'est le transport, parce qu'en fait, quand on regarde les émissions de CO2 par type de secteur, on est sur le transport et le secteur le plus émetteur. Textile, transport et Pierre. Joker. Alors, je vais vous donner l'info. La première source d'émissions de CO2, parce qu'on nous dit roulons à l'électrique, pour éviter d'avoir trop de rejet de CO2 dans l'atmosphère à l'échelle planétaire, parce qu'on a un risque de plus 4 degrés. Et là-dessus, on est tous d'accord. Première source de production de CO2 à l'échelle planétaire, à 41%, très loin devant tout le monde, c'est la production d'électricité. Donc on nous dit de rouler à l'électrique, mais ce qui pollue le plus, ce qui rejette le plus, c'est les chiffres. Moi je suis... 41% des émissions de production d'électricité sont liées à l'électricité, à la production d'électricité, et le transport, 24%. En fait, ça, c'est quelque chose qui va changer très rapidement. En Europe, on est déjà à un niveau de décarbonation du mix électrique qui est très fort. En France, c'est d'autant plus vrai, donc ça dépend vraiment de où vous êtes. Si vous êtes en Inde, en effet, votre mix électrique va être plus carboné. Alors, je vais vous donner aussi, effectivement, et c'est bien de le rappeler, les rejets de CO2 à l'échelle mondiale. Okay. Les proportions. Les Chinois rejettent à peu près 31% de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que quasiment un tiers du CO2 mondial, c'est les Chinois. Les Américains, 14% de CO2. Les Indiens, ils sont presque à 8%. Et l'Europe, les 27 pays de l'Union, rejettent à peu près comme les Indiens, dans les 8%. Moi, je me pose une question, c'est qu'on nous dit d'un côté, rouler à l'électrique pour sauver la planète, mais ce qui pollue le plus et qui rejette le plus de CO2, c'est la production d'électricité. Parce que la France, on est effectivement, c'est un petit peu à part, parce qu'on a une énergie qui est nucléaire. Mais à l'échelle mondiale, c'est un peu comme Tchernobyl. Les nuages de CO2, ils ne s'arrêtent pas à la frontière. Donc c'est une vraie question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous répondez ? En fait, la Chine a déjà atteint ce qu'on appelle son peak oil, c'est-à-dire on sait que maintenant, elle va ne faire que décroître ses émissions de CO2. Elle a un projet de neutralité carbone en 2060, alors que l'Union européenne, c'est en 2050. Donc seulement 10 ans après, alors qu'elle part de beaucoup plus loin. 2060, c'est pas tout de suite. Oui, mais c'est quand même c'est un vrai effort de ne plus utiliser de pétrole dans l'ensemble des transports, dans l'ensemble de l'agriculture et du bâtiment. C'est un projet de transformation très fort. Donc on peut se dire que finalement, même la Chine s'engage sur un calendrier qui est quand même relativement serré et que c'est un effort collectif, parce que je pense que tous les pays du monde l'ont compris, sauf peut-être certains qui ont décidé de se retirer de l'accord de Paris. Mais en fait, on est sur un projet de sécurité climatique, de survie. Et donc, on est sur quelque chose qui doit être consensuel. C'est-à-dire que la lutte contre le changement climatique, c'est pas pour nos arrière-petits-enfants, c'est pour nos enfants. Parce que vous savez qu'en fait, les enfants qui sont nés dans les 2060, on est quand même en 2026. Moi, 2060, ça me paraît, on sera j'espère encore là, je vous le souhaite, mais je me le souhaite aussi, mais ça me paraît quand même assez loin. Parce que quand on voit les COP, dans les différentes COP, les Chinois disent, attendez, les Occidentaux, vous êtes bien gentils, mais vous avez pollué pour votre développement économique pendant 150 ans. Nous, aujourd'hui, on est en pleine bourre, si je puis me permettre l'expression. Donc, voilà, on sait qu'il y a une urgence climatique, mais on a aussi une urgence en termes de business. Le bonus-malus, Pierre, j'ai l'impression que ça a totalement bouleversé le marché de l'automobile et l'approche de l'automobile. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, en 18 ans, les gens sont vraiment passés aux véhicules électriques ou, factuellement, pas tant que ça ? J'ai regardé le parcours roulant de 2005 et le parcours roulant de 2025, et là où je suis 100% d'accord et aligné avec Diane, je trouve qu'il y a une inertie, une lenteur extrêmement forte. Et elle est frustrante pour nous, industriels. J'y viens, c'est-à-dire que on est, alors là, sur la France, plutôt dans le côté punitif plutôt que d'incitation. Alors, tu le rappelais d'ailleurs très justement dans ton introduction,
Aujourd'hui, il faut que le consommateur il se sente accompagné en fait dans ce changement climatique et dans ces changements d'usage. Est-ce que ça a changé le parc automobile si on compare entre 2005 et aujourd'hui? Eh bien, la réponse c'est que quasi pas, parce qu'on regardait des chiffres sous ton contrôle, mais on a bien sûr un recul du parc sur l'énergie diesel, mais de l'ordre de quelques pourcents. On a même une augmentation de la part de l'essence, qui peut paraître paradoxale, alors que finalement on pousse. Donc en fait, le diesel a baissé un petit peu, l'essence a augmenté, et bien sûr on a une croissance forte sur ce qu'on appelle électrique hybride. Alors pour ceux qui nous écoutent, attention, dans les hybrides, il y a les hybrides rechargeables et les micro-hybridations. Si on prend l'hybride rechargeable, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de se mouvoir en 100% électrique au-delà de 50 km, alors même si dans les générations plus récentes, on est même au-delà de 80 km, mais si on met les hybrides rechargeables dans la case électrique et qu'on fusionne les deux, aujourd'hui, sur le parc roulant, on se parle de quasi même pas 5% du parc roulant, j'insiste. Donc en gros, qui est 39 millions de véhicules, et le reste, c'est du carboné. Enfin, on revient à ce que disait Diane, et c'est là qu'on s'inscrit, nous industriels, dans ce même objectif. Et je pense, et d'ailleurs, c'est un débat qui serait très très intéressant, tout le monde milite, et encore au-delà de ma casquette, pour une accélération de ce renouvellement, pour deux facteurs. Un facteur économique, ça va de soi, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché automobile, il s'est complètement craché. Enfin, je veux dire, on sort d'année. On va revenir sur les chiffres. Mais il y a un manque de volume pour soutenir l'effort industriel. Parce qu'à un moment, vous êtes un industriel, vous développez un produit, peu importe l'industrie, automobile ou autre, vous développez un produit, il n'y a pas de client en face. Tout le développement que vous avez fait, donc en gros, le bonus-malus n'a pas eu, Pierre, d'incidence. Pardon, Julien. Il n'y a pas eu d'incidence factuelle en 18 ans. Je pense que ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 3% de voitures électriques, 100% électriques dans le parc français. Donc sur les 39 millions de voitures qui roulent en France, 3% d'électriques. Voilà, c'est ça. Ok, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais je pense que ça aurait été beaucoup moins s'il n'y avait pas eu le bonus, par exemple. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, donc on peut se faire aussi l'hypothèse. Non, mais c'est vrai que si on reprend les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur la part de la production de CO2 à l'échelle mondiale, notamment en France, le transport, c'est 43%. D'accord, mais 43% du transport. C'est-à-dire que si on a en 18 ans seulement une conversion de 3% des voitures roulantes en électrique, je veux dire, l'incidence à l'échelle planétaire, elle est infime. En revanche, il y a une incidence sur le marché, on va revenir aussi là-dessus, sur également ce que veulent les gens, parce que quand on leur parle de bonus-malus, aujourd'hui les gens, ça les tend. Moi je vois sur tous les commentaires que j'ai sur mes réseaux sociaux, les gens se disent c'est plus possible, les professionnels de l'automobile disent c'est compliqué, on vend plus de voitures, on a essayé l'électrique, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'on leur répond, Diane, à ces gens-là qui ont essayé d'être de bons élèves et qui se disent qu'au final, dans leur quotidien, ça leur crée beaucoup de problèmes, et au final, en valeur résiduelle, quand ils revendent leur véhicule, les valeurs sont très basses. Oui, je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Déjà sur le parc, on parle de 3% actuellement, mais là on est à 20% des ventes. Les entreprises s'électrifient à vitesse grand V. 20% en 2025, et là depuis le début de l'année, c'est 28% de véhicules électriques. Voilà. Et les entreprises s'électrifient à vitesse grand V, elles vont pouvoir revendre des véhicules électriques d'occasion dans 3 ans. Donc là, on est vraiment sur une accélération du parc. Enfin, je dirais, ouf, on y est. Après, quel est le rôle du malus là-dedans ? Alors, le rôle du malus, c'est de donner un signal au consommateur quand on a le choix entre une voiture thermique et une voiture électrique. Et donc, c'est vrai que l'objectif, c'est d'aller vraiment mobiliser les personnes qui sont aisées, relativement aisées, parce qu'elles achètent sur le marché du neuf. Je rappelle que les ménages, la plupart des gens, ils achètent sur le marché de l'occasion. Ceux qui peuvent acheter sur le marché du neuf, ce sont des gens aisés, des grandes entreprises. Eux, on leur dit, voilà, vous avez le choix entre un véhicule polluant et un véhicule électrique pour le même usage à peu près. Et du coup, tournez-vous plutôt vers l'électrique. On peut discuter des modalités. En quoi le véhicule c'est ça l'objectif. En quoi le véhicule thermique, aujourd'hui, qui est fabriqué aujourd'hui, est un véhicule polluant versus un véhicule électrique? En quoi c'est plus polluant de rouler avec une voiture thermique? Parce qu'il faut voir le cycle complet de la voiture. Sa production et puis après son recyclage. Et puis sa durée de vie, parce que la durabilité de la voiture essence, on voit encore des voitures qui... Ça c'est le chat qui se balade. Rassurez-vous, on a un chat, on est à la maison. La durabilité d'une voiture thermique,
elle le prouve. Il y a des voitures qui ont 30 ans, 50 ans et qui roulent encore très bien. Voitures électriques, Si je me permets, les voitures électriques ont montré qu'elles ont quand même un vieillissement qui est très bon, avec des voitures qui peuvent faire largement plus de 200 000, 300 000 km. Alors bien sûr, on a l'exemple de la voiture thermique qui peut aussi faire des tours de compteur, finir sa vie en Afrique, mais je pense qu'il y a vraiment un modèle aussi vertueux de la voiture électrique sur un point, c'est que, tu l'as dit, la production d'électricité émet beaucoup de CO2, mais c'est quelque chose qui peut s'améliorer, c'est-à-dire qu'on peut produire de l'électricité neutre en carbone, en tout cas avec moins d'émissions de carbone. Mais le bilan carbone, je te coupe, pardon, mais le bilan carbone 5 fois moins d'émissions. D'émissions, mais à la fabrication. En comptant tout. La fabrication, l'usage, le recyclage. C'est vraiment statistiquement, ça dépend. Ça, c'est des statistiques, c'est sûr et certain. Pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans les détails, ça dépend de la taille de la voiture, de là où est fabriquée la voiture, la batterie et de là où elle va être conduite. Mais en gros, on est entre 2 et 5 fois de réduction quand on roule en France. Et donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Ce fameux parc roulant, finalement, qui a du mal, il progresse, hein, et Diane le disait d'ailleurs, ça s'accélère notamment avec les sociétés. En ce moment-là, je veux dire, la part des ventes de véhicules augmente, mais pas, entre guillemets, assez vite à l'échelle de 20 ans, si on vient 2005-2025, on voit que quand même une certaine lenteur, même si aujourd'hui, il y a des maturités, on pourra peut-être y revenir sur les technologies, hein, beaucoup plus matures. Mais juste pour finir sur ce point européen que je voudrais, juste pour donner un petit éclairage pour ceux qui nous écoutent, sur la marque que je représente, on va prendre Mitsubishi sur l'hybride rechargeable. Un Outlander hybride rechargeable en France est taxé au poids à hauteur de 8 000 €. Ça, c'est la France. En Allemagne, la même voiture va peut-être, en fonction des critères de la famille, recevoir un bonus de 2 500 €. Dans le panel de cette technologie, alors après on peut débattre sur l'hybride rechargeable et savoir si c'est judicieux ou pas. Mais moi ce que je pointe du doigt, pour c'est quoi, c'est le déséquilibre européen ? C'est le déséquilibre, le manque de visibilité à moyen long terme et l'harmonisation de la réglementation. Personne n'est contre l'accélération de l'électrification du parc, mais au sein de l'Europe, alors qu'il y a une trajectoire zéro 2035. Est-ce que les Français, on est les entre guillemets les plus royalistes que le roi dans ce bonus-malus? Est-ce que les autres pays européens ont un système de bonus-malus? Les Allemands, les Espagnols, les Italiens? Quasi tous les marchés européens ont mis en place des incitations fiscales. On sait bien que la Norvège qui a mis en place une politique. Mais quand on voit l'exemple que donne Pierre sur la Outlander, qu'on est bonusé à hauteur de 5 000 ou 6 000 €. Non, jusqu'à 2005 en Allemagne, mais même Mouvet c'est 4 000 et on prend 8 000 € de malus en France. Et on voit qu'il y a aussi la lutte contre les SUV, qui est une sorte aussi de mythe, même si bien sûr il y a ce mouvement d'alourdissement des véhicules. Mais ce que je veux dire, c'est que les politiques s'en emparent un petit peu de manière démagogique, c'est classique, en disant c'est un peu de l'opportunisme, on fait l'effet d'annonce. Oui, je pense que oui, en partie, même si. Mais déjà, je partage pas, parce qu'en fait, par rapport à ce déséquilibre ou à ces bonus-malus qui sont pas harmonisés en Europe. En fait, ça vient d'un débat qui a émergé assez récemment. C'est quelle est la place de l'hybride rechargeable dans la transition? Et en fait, là, on n'est pas tous d'accord. Nous qui travaillons plutôt pour le climat, nous qui travaillons, donc mon ONG Transport et Environnement, quand on fait des tests d'émissions de CO2, on se rend compte que les hybrides rechargeables, ils émettent pratiquement autant qu'un véhicule thermique. On se dit, c'est quand même pas terrible, même quand ils sont chargés. Pourquoi ça émet autant qu'un véhicule thermique? Alors, parce qu'il y a des histoires de puissance, il y a très peu d'autonomie électrique, les gens les rechargent mal. Il y a beaucoup de critères, mais en fait, même si vous êtes relativement un conducteur relativement assidu, vous allez émettre plus que ce qui est indiqué au moment de la vente. Donc c'est un scam, c'est ce qu'on appelle en anglais un scam. Qui est plus cher à l'achat, et qui n'est pas forcément plus vertueux. Qui est lourd, et qui en plus, quand vous allez le revendre sur le marché de l'occasion, qui va se retrouver avec ces voitures extrêmement lourdes, super compliquées en maintenance, très chères, qui ont des très petites autonomies dans un monde qui va complètement à l'électrique, avec des centaines de kilomètres d'autonomie. Franchement, c'est pas très intéressant. Donc nous, ce qu'on dit ONG, et donc les États sont en train de changer de braquet, parce que historiquement, ils ont soutenu les hybrides rechargeables, et maintenant ils se disent, ils se disent surtout, en fait, la technologie a tellement évolué qu'on ne doit plus financièrement aller soutenir des véhicules qui étaient peut-être de transition à l'époque, mais qui ne sont plus nécessaires actuellement. Et c'est ça, en fait, ce qu'on voit au niveau européen, c'est ce changement. Il faut savoir que les Allemands produisent beaucoup d'hybrides rechargeables, et donc il y a aussi une volonté industrielle de préserver l'économie, ce qu'on comprendra très bien. Mais donc voilà, il faut comprendre. Après, j'aimerais revenir aussi sur le malus poids, juste une seconde.
Parce oui, qu'il faut du poids, c'est comprendre- important. Après, on il va faut revenir aussi comprendre sur que- les spécificités de 2026, mais je vous écoute sur le poids. Donc, à chaque fois qu'il y a une politique publique, l'objectif, c'est quand même le bien commun. Alors, on peut aller se poser la question de si elle est bien calibrée ou pas, mais le malus poids, l'objectif, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les émissions de CO2 qu'on aurait pu gagner avec l'électrification, on les a perdues parce que les voitures étaient de plus en plus grosses. Et on ne parle pas de petites familiales type Scénic, etc. On parle de véhicules vraiment extrêmement gros qui avaient du mal à circuler dans les rues, qui ont créé de l'accidentologie, des accidents, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un très gros SUV, ça ne voit pas notamment les enfants. C'est démontré, donc il y a beaucoup de cas de collision. Et du coup, la puissance publique s'est dit, bon, bah, en fait, maintenant, il faut donner un signal aux constructeurs pour leur dire de revenir à un niveau de taille et de poids qui soit finalement adapté aux besoins des gens. Et les gens, ils ont besoin d'avoir 3 places à l'arrière, de pouvoir mettre un chien à des courses. Ils n'ont pas besoin d'avoir un énorme Alors après, 4x4. ça, moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est un peu le choix de tout à chacun. Si on veut un grand véhicule parce qu'on a besoin de transporter des choses, on n'est pas forcément calibré de se dire on roule avec une voiture avec 3 places derrière et on a la place pour mettre 5 sacs de course. Ça fait un peu communiste, un peu comme... On peut le rappeler, il y a quand même des abattements fiscaux pour les familles qui ont 3 enfants, etc. Donc en plus, si vous avez 3 enfants, vous ne payerez pas de malus. Telle silhouette de véhicule, non mais peu importe, mais imposer telle silhouette de véhicule aux gens parce qu'on a décidé que c'était comme ça, je trouve qu'on est quand même dans un pays de liberté. Ça fait un peu, vous savez, à l'époque communiste où, moi je me rappelle, enfant, je suis allé en Roumanie et j'avais dit à mes parents, je dis c'est marrant, ils ont tous des Renault 12. Et ça m'avait choqué. Et parce que là-bas, il y avait que les R12, parce que c'était des Dacia. Renault avait vendu les usines qui étaient obsolètes aux Roumains. Il y avait des R12 partout. Donc en fait, c'est ça la solution, d'avoir tous la même voiture ? Bah en fait, à terme, c'est de nouveau un signal de demander aux consommateurs d'aller plutôt, quand ils sont aisés, sur une voiture électrique que sur une grosse voiture thermique, parce que le marché est allé vers les très grosses voitures thermiques. C'est une incitation. Mais Pierre parlait de l'Outlander, qui est un véhicule qui est hybride, PHEV. Ouais. Et malheureusement, c'est un véhicule qui est malucé, et pourtant, il est à 60 grammes de rejet de CO2. Dans les nouvelles normes WLTP. Dans les nouvelles normes WLTP. Donc on est quand même sur un véhicule que, sur le papier, moi je le vois plutôt vertueux. Sur le papier. Donc pour vous, ça, c'est pas un bon véhicule ? Disons, quel est l'intérêt d'aller acheter ce véhicule alors que vous pouvez avoir des super véhicules électriques qui ont une très bonne autonomie, qui n'auront pas de problème de recharge et qui émettront 0 g de CO2 Alors, je peux rebondir sur le véhicule tout électrique, parce qu'on parlait de Mitsubishi. Je vais revenir là-dessus, et surtout, mais c'est exactement ce que je voulais te poser comme question, c'est que le véhicule tout électrique, les gens, certains qui ont fait l'effort, en sont quand même revenus. Il faut penser aux gens aussi qui habitent en milieu rural. Ceux qui habitent en ville, moi je suis en appartement, j'ai pas de prise, ça va être quand même très compliqué, je peux pas en installer. Après il y a un droit aujourd'hui, on peut forcer la copropriété à installer une prise électrique, mais si c'est pas adapté à notre besoin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben non, mais c'est une excellente question, mais justement si maintenant je parle de Subaru qui est bon exemple sur le marché français d'une marque qui à l'échelle européenne n'a pas disparu, mais en France a disparu à cause de la taxation. Alors encore une fois, c'est un fait, c'est-à-dire qu'on critique pas cela, on dit juste que la gamme Subaru, qui était une gamme essence, n'était pas du tout adaptée à la fiscalité française, donc les volumes de la marque ont disparu pendant 5 ans, et aujourd'hui Subaru revient avec une gamme 100% électrique. Mais là où je serais d'accord avec Diane, et ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'à un moment... Non, mais on va voir. Non, mais qui est complètement paradoxal, c'est qu'à un moment... Fight Club, on est d'accord, on peut être d'accord. À un moment où on est tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de consommateurs, qui soient particuliers ou entreprises, qui fassent le pas de l'électrique, tout est fait finalement, et tu le soulignais, pour ne pas acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, moi qui habite en périphérie de Paris, que ça soit le périphérique voie de gauche qui n'a absolument laissé aucune place à la voiture toute électrique, alors que là il y avait quelque chose de très simple. Alors, la voie de gauche, pour ceux qui sont en province sur le périphérique parisien, c'est le covoiturage. Exactement. Il faut être aux 2 minimum dans la voiture. Il faut être 2, mais alors par contre si vous avez une voiture électrique, qui pollue pas et qui serait même voire éco-scorée, la voie de gauche elle vous est pas entre parenthèses, la Norvège de mettre beaucoup d'incitations hors bonus. Donc nous on milite pour une incitation à l'accompagnement. Donc la voie de gauche c'est un exemple, mais je vais en prendre d'autres. Le stationnement dans les centres-villes, même les stationnements... Il est gratuit pour les voitures électriques. Non, il n'est pas gratuit pour les voitures électriques, il est gratuit pour les voitures d'une certaine catégorie électrique, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait ce choix-là, par exemple, un commercial, on parlait des voitures fonction, on dit les gens qui ont besoin de
alors là pour le coup de grosses voitures électriques, parce qu'il faut qu'ils aient de la capacité, malheureusement qu'une citadine pour l'instant, on ne peut pas faire 600 km, donc ils ont un certain poids à cause de la taille de la voiture électrique. Si ces gens-là se rendent dans des centres-villes, notamment à Paris, le stationnement à l'heure, ils sont quasiment dans la case poids lourd. Pour le stationnement parisien. Mais moi j'ai un exemple d'un ami qui a acheté un véhicule électrique pour être entre guillemets vertueux, pour pouvoir se garer facilement dans Paris. Il me dit ça a été sympa pendant 3 ans, parce qu'il a effectivement un gros véhicule, parce qu'il fait des allers-retours entre Paris et la province régulièrement, et il a besoin d'autonomie, donc il a un véhicule qui est imposant. Il me dit aujourd'hui je fais 22 € de l'heure. C'est ça. Et il a un véhicule électrique. Mais là, moi j'ai l'impression qu'on parle d'enjeux de politique qui sont différents. C'est-à-dire il y en a un, c'est la lutte contre le changement climatique, et l'autre c'est quelle taille peut rentrer dans les centres-villes. Et ça, je pense que c'est un débat démocratique à avoir. Est-ce que les gens souhaitent avoir des grands SUV dans leur centre-ville qui passent juste à côté des écoles ou pas? Ce qu'on voit statistiquement, c'est un peu caricatural. Ce qu'on voit statistiquement, c'est que les gens soutiennent les rues aux écoles, c'est-à-dire de fermer en tout cas les rues dans lesquelles il y a des écoles, ça c'est vrai, et que généralement les gens sont plutôt satisfaits de voir la place de la voiture diminuer. Par rapport à ce qu'on se dit, j'ai lu il y a très peu de temps une déclaration de M. Capalano, qui est le patron Europe de Stellantis. Stellantis, c'est 14 marques, donc c'est quand même un groupe important. Interview dans les Échos, il dit en grande partie le déclin de l'industrie depuis 2019 est dû au fait que le prix global des voitures a augmenté. Ce n'est pas la marge du constructeur qui augmente, mais le coût du contenu de la voiture. Donc, il pointe un petit peu du doigt, ça fait rire Diane, mais il pointe du doigt, selon lui, le fait que ces voitures, on leur demande de plus en plus de systèmes embarqués, ce qui est le cas. Oui. Mais quand on regarde les marges des constructeurs, notamment Stellantis et Renault, ils ont fait des très très belles années. Et vous savez qu'on part des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros pour certains constructeurs. Vous savez qu'on parle de crise de l'automobile. Vous savez qui souffrent en fait. Ce sont les sous-traitants qui habitent en France. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on était sur l'ancienne norme NEDC, et donc qui était plus permissive. C'est-à-dire qu'en équivalent WLTP, on serait peut-être à 191 grammes ça fait rêver tout le monde, en 2009. Et le super malus, c'était au-delà de 250 grammes, avec des normes effectivement qui sont différentes. Donc ce serait peut-être 280 grammes d'aujourd'hui. Et c'était 2600 €. Donc je te laisse continuer sur les réjouissances pour 2026. Bien sûr. Donc on a parlé seuil à partir de 108 grammes. C'est ça. Et le plafond maximal, donc 80 000 €, c'est-à-dire le malus maximal que vous Le payez. super malus, ouais. Le super malus que vous payez. À partir de 193 grammes. C'est ça. Et ce que je voulais rappeler, c'est qu'on a la perspective 2028 avec le fait que ça va être déplafonné, donc on pourra dépasser ce montant maximal malus CO2 plus malus au poids. Mais déjà en 2024, il y a déjà eu un premier effet assez intéressant, c'est qu'on a déplafonné le fait que le malus ne pouvait pas dépasser 50% de la valeur du véhicule. Et donc ça a entraîné des sorties de gamme, on peut le parler, mais on peut en parler, c'est qu'en fait aujourd'hui, le grand public ne peut plus accéder à une petite voiture sportive. Que, ça a tué le marché. Mais complètement, avant c'était un marché, et on peut se dire qu'il y avait quand même une certaine égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un super riche pour accéder à une voiture avec des fortes performances. Alors, après c'est un modèle de société, comme on parlait du bien public, de la pollution et de ce qu'on veut pour l'avenir de nos enfants, etc. En petite sportive, on n'est pas forcément un pollueur. Non, on partagera là-dessus. Mais c'est juste pour le replacer dans le débat en se disant, c'est quand même dommage d'avoir tué quand même une partie, on va dire, en tout cas de l'achat automobile. Temporairement, avec les électriques qui essayent de prendre le relais là-dessus. En fait, on a un creux sur les voitures plaisir, quoi. C'est-à-dire que les voitures plaisir, elles sont très chères, très polluantes. Et là, sur l'électrique, on commence à voir émerger une gamme qui est très débutante, la Ioniq par exemple. Mais en fait, là, on est vraiment dans le creux de la vague. C'est sûr, mais je pense que ça va revenir. Encore une fois, moi je me mets on est sur le terrain quand même régulièrement, et on est au contact de nos concessionnaires qui tous les jours sont en contact de clients qui aussi qui par curiosité aussi viennent voir et viennent essayer de changer leur voiture, parce que c'est ça dont on parle. Et c'est vrai qu'il y a une certaine frustration. Moi, si j'en appelle à la voix du terrain, à ce qu'on entend des consommateurs, c'est que, un peu comme ce que tu peux voir aussi dans tes commentaires que tu peux recevoir, faut l'appeler, faut le dire, il y a quand même une certaine frustration finalement de ne pas pouvoir faire ce cheminement, et c'est pour ça que nous on milite plus sur l'incitation de l'accompagnement et de la visibilité, mais absolument pas sur la trajectoire. Je pense que la trajectoire, on est tous d'accord. Et d'ailleurs, moi encore une fois, je suis là pour Subaru et Mitsubishi, mais je pense que tous les constructeurs ont œuvré depuis maintenant à l'échelle industrielle, donc ça prend un tout petit peu de temps, mais je pense qu'il y a une certaine maturité.
aujourd'hui, et on le voit dans les technologies, on arrive maintenant à des autonomies, des capacités pour le véhicule 100% électrique qui sont quasi à l'égal de ce qu'on a pu connaître sur l'essence. Mais si on prend du recul et qu'on regarde la Chine, le saut technologique, un peu comme à la téléphonie, ils sont passés du filaire au portable. Je parle du 2 roues par exemple. Moi, ça m'a frappé quand on va à Shanghai de voir que l'intégralité des 2 roues qui roulent dans ces mégalopoles sont 100% électriques. Donc ce saut technologique, finalement... C'est 100% électrique, mais c'est avec de l'électricité qui est du charbon cramé. Tu en parlais dans ton introduction. Mais là où je veux en venir... Si tu veux, non, mais, moi, en fait, je roulais à l'électrique, mais avec une électricité qui est carbonée. Mon point final, il est sur... Même les poids lourds, parce que les poids lourds, c'est 40% de nouvelles immatriculations électriques l'an prochain. D'accord, je suis d'accord, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'électricité, elle est quand même carbonée. Non, mais Grégory, moi, c'était au-delà de l'électricité carbonée ou pas carbonée. Ils vont faire comment, les Chinois? Ils vont faire du nucléaire. Mais moi, ma finalité était plus sur le prix de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, et je reviens sur Subaru, on s'aperçoit que quand la voiture commence à avoir un prix à l'égal de l'essence, tout d'un coup, le consommateur, il fait le pas, il y va, et dans l'usage, même si j'entends, on peut faire la queue pendant 1 heure sur l'autoroute, c'est vrai, dans des moments de pic, de déplacement nord-sud, est-ouest dans les vacances. Je veux dire, quand on arrive à un prix qui est quasi à l'égal des motorisations thermiques, le consommateur franchit le pas. Du point de vue du consommateur, il y a cette impression de se faire flouer, de payer trop, etc. Et donc, il me semble qu'il y a deux aspects fondamentaux. C'est pas qu'une impression, parce que quand avant on pouvait s'acheter une petite voiture à 9 990 €, moi je me rappelle même de chez Volkswagen, il y a 15 ou 20 ans, une Up, je me rappelle de la pub, 7 990 € pour une voiture neuve. Si on a besoin d'un véhicule secondaire ou si on n'a pas beaucoup d'argent, et une voiture à 8 000, 10 000 €, c'était encore accessible. Aujourd'hui, on passe les portes d'un concessionnaire quel qu'il soit, on ne trouve rien en dessous de 20 000 €. Oui, mais si on parle vraiment de la politique malus, là je parle du malus parce qu'une fois de plus, la taille des voitures, ça dépend un peu des constructeurs. Donc. Mais si juste sur le malus, il y a quand même de la frustration que ça génère. C'est très compréhensible parce que comme on dit, c'est des montants extrêmement élevés pour des voitures plaisir. Donc ça, c'est quand même... pour toute une catégorie de la population ressentie comme une frustration. Je ne parle pas de voitures plaisir là. Voitures plaisir, effectivement, Julien en a parlé sur les petites sportives, etc. Malheureusement, tout ça s'est passé à la trappe, mais je parle juste le fait de s'acheter un véhicule neuf, ça devient compliqué. Et sur un véhicule électrique, les prix, même si Subaru, etc., il y a des prix qui sont placés, on est d'accord, mais ça reste de l'argent. Oui, tout à fait. Ça, c'est, comme on l'a dit, la politique des constructeurs de faire des voitures très... Alors, on parlait avec Julien du malus. Il y a un bonus. Mais qui peut monter jusqu'à 5 700 €. Mais par contre, le revenu du ménage doit être inférieur à 16 300 €. Objectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un foyer qui gagne 1 358 € par mois, ils ne vont pas aller acheter une voiture électrique. C'est pas possible. Neuve. Non, c'est pour ça que je pense qu'il manque quand même des mécanismes type prime à la casse, prime à la conversion qui existaient encore il n'y a pas si longtemps et qui pousseraient vraiment quand même. On peut en plus le cibler sur différentes catégories de ménages. Moi je trouve ça dingue d'avoir aujourd'hui une aide qui est vue comme ça énorme pour un ménage défavorisé, mais factuellement, tu l'as dit, c'est pas réaliste. Et on le voit aussi avec le leasing social qui a un certain succès, ça c'est pas à nier, mais qui coûte énormément en finances publiques. Je crois que sur le premier volet du leasing social 2024, on était à 650 millions d'euros pour 50 000 voitures électriques. 50 000 voitures électriques neuves qui sont en leasing, donc c'est-à-dire que les gens qui vont les avoir pour 3 ans, quid après. Donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions et qu'on manque peut-être d'aide vraiment efficace là-dessus pour inciter les gens à changer de voiture et une voiture moins polluante, peut-être pas forcément 100% électrique. Un équilibrage dont on parle rarement et qui maintenant commence à transpirer fortement à cause des chiffres qui parlent pour eux maintenant, parce que c'est toujours plus facile de le dire quand on a clôturé l'année qu'avant. Mais maintenant qu'on sait qu'on empile quand même les années avec des pertes en termes de vente, véhicules neufs, qui sont historiques. C'est globalement 600 000 € de voitures qui se vendent pas en France. C'est 600 000 unités qui ont disparu, voilà. Et après, on peut même rentrer dans les segments où on a perdu des ventes.
et on retrouvera les petites voitures. Donc c'est quand même un mauvais message par rapport à ce qu'on essaye de faire d'une manière collective, c'est-à-dire dire aux gens changez votre voiture. Aujourd'hui, ils ne changent non seulement pas de voiture, le parc vieillit et il pollue forcément mathématiquement plus. Parce que c'est plus 4 ans d'âge moyen, exactement. En 5 ou 6 ans. Et là où je vais en venir, parce qu'on parle de financement, et c'est ce que vient d'annoncer l'Allemagne, et finalement le calcul, il faut peut-être le faire en France, c'est que, allez, à la louche, parce qu'on peut après en débattre, mais on estime entre 1,6 milliard et 2 milliards la perte de TVA sur les volumes non vendus. Ça, c'est encore un autre débat, ça. Non, mais là où je veux en venir, c'est qu'un système incitatif, on parle d'incitation, on ne parle pas de punition, on parle d'incitation. Un système incitatif à l'allemande de 3 milliards sur 3 ans. Si déjà, sur 500 000 unités, on perd déjà 1,6 milliard de TVA par an, alors si on considère qu'on rattrape le temps perdu et qu'on se remet à une cadence... On est quasiment à 5 milliards. Mais ça, je pense qu'on y arrivera... Enfin, il faut être assez lucide sur le fait que même les voitures thermiques produites aujourd'hui, elles vont durer beaucoup plus de 12 ans parce qu'en fait, elles performent sur beaucoup plus de 12 ans. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a une voiture qui marche très très bien, même si elle a 15 ans, irait la vendre? Et donc, mécaniquement, les ventes diminuent. Mais ce n'est pas forcément le malus. Ce qu'on voit, c'est que la diminution des ventes en France, c'est qu'on avait des surcapacités et finalement, ça a été un problème. Et puis, les voitures durent de plus en plus longtemps. Et ça va être vraiment très vrai avec l'électrique aussi. Une voiture électrique, elle va durer 20 ans, 25 ans. Attention, dans mes propos, moi, je ne centrais pas. Parce que ce que vous êtes en train de dire, en termes de fiabilité, de durabilité, vrai ou pas vrai, j'ai envie de dire, la technologie avance et ce que vous dites, le fait que les voitures durent plus longtemps, c'est un fait, mais c'est pas l'origine du débat. On est en train de dire on veut décarboner. Non, mais on est en train de dire on veut décarboner le parcours lent. Oui, mais ça ralentit le renouvellement. Bah oui, mais 11 ans et demi. Non, mais là où je veux en venir, c'est que dans les technologies, il faut revenir sur. Là, sur un débat franco-français. Moi, j'ai démarré dans l'automobile. Il faut des voitures jetables pour que on ait toujours la voiture. Non, mais là où je veux en venir, c'est pour ça qu'il faut aller dès maintenant sur l'électrique, parce que toute voiture thermique, c'est une voiture qui va rester 20 ans sur le parc et qu'on va devoir ensuite trouver un moyen de la racheter pour pouvoir la dépolluer. Nous, ce qui nous intéresse industriel, c'est qu'après avoir fait l'effort, après avoir eu les produits, après les avoir développés, comment maintenant on arrive à convaincre ces gens-là, et pour revenir sur le bonus et sur le critère que tu viens de donner, ma question c'est est-ce que quelqu'un a matché les fameux 1 véhicule sur 3 en dessous de critère 3 avec les revenus? Il faut que ce soit pas cher. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Non, mais on parlait même des gens qui roulent en critère 3, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve. Oui. Mais comment on peut les accompagner? On peut faire une prime à la casse, mais le leasing social, c'est beaucoup plus pertinent en termes industriels parce que c'est des voitures additionnelles dans le sens où elles n'auraient pas été achetées sinon. Et ça, c'est vraiment puissant. On va revenir un petit peu sur les émissions de CO2, le bonus-malus, c'est ça toujours l'idée. Est-ce qu'en 18 ans, ça a fait baisser ces mesures, le bonus-malus, a-t-il fait baisser à l'échelle planétaire les rejets de CO2 dans l'atmosphère? Est-ce qu'on a des chiffres? Moi j'ai regardé un petit peu, est-ce que c'est probant? Est-ce qu'on se dit on respire un air où l'atmosphère est moins riche en CO2? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a augmenté les véhicules électriques, mais comme je disais tout à l'heure, comme la taille des véhicules a augmenté en même temps, en fait, au niveau de CO2, on est resté stationnaire. Et donc, vraiment, quand on regarde les émissions de CO2 du transport, c'est flat, c'est une ligne droite. C'est-à-dire qu'on aurait pu réduire les émissions de CO2, mais on n'a pas réussi parce qu'on est resté sur des voitures... Sur le transport, mais au global moi j'ai regardé les chiffres. Rejet de CO2 en 2008, donc quand le bonus-malus a été instauré, 32 milliards de tonnes qui étaient rejetées. En 2015, 35 milliards de tonnes. Et en 2025, on s'approche des 38 milliards de tonnes. Donc on est de façon graduelle, ça continue de monter, malgré les efforts que l'on fait. Est-ce que ce n'est pas forcément la bonne solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers pour faire baisser les émissions de CO2? Parce que ce qu'on disait au début de cette vidéo, c'est on veut baisser les émissions de CO2 parce qu'il y a ce risque de 4 degrés supplémentaires sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'ennemi, entre guillemets? Je pense que surtout, quand on a décidé de faire un certain nombre de politiques environnementales, et par on, je dis collectivement les États, on s'est fixé des objectifs, on n'a pas vraiment mis les moyens. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait des politiques type bonus-malus, qui ont eu des effets ou pas, mais qu'on est enfin au moment où les choses sont en train de s'inverser. Une voiture sur 4 est maintenant électrique à la vente. On arrive enfin à avoir les voitures de société qui y vont. Et donc, c'est vraiment pas le moment de reculer. C'est-à-dire que là, on y est. Et en plus, cette transition, elle peut se passer
en recréant de l'emploi sur le sol européen. Donc là, il faut y aller. Si on hésite, si on hésite en se disant on va pas y arriver, c'est trop difficile, c'est là qu'on va passer toute la technologie à des pays qui, soit dit en passant, ne nous font pas forcément du bien. Donc, et ils vont pas nous faire de cadeaux. Et qui vont pas nous faire de cadeaux. Je parle d'un certain nombre de pays, là on voit que les pôles sont en train d'émerger, que ce soit Trump, et n'oublions pas que tout le pétrole qu'on achète, parce que maintenant on l'achète plus à Poutine, on l'achète à Trump. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on soit très clair sur notre objectif. Être souverain, ça veut dire développer notre propre technologie avec notre électricité. Ce sera notre carburant qu'on fera sur notre territoire. Mais alors, je vais laisser Julien répondre juste après, mais on parle que de l'électricité. C'est la seule solution, l'électricité, pour avoir une incidence sur le CO2 ? Alors, on peut parler des biocarburants, mais en fait, les biocarburants, ils vont avoir très très vite, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des effets très délétères sur le climat. Donc c'est une solution qui, si vous voulez, à 5%, ça marche. Et puis en fait, on n'arrive pas à monter à l'échelle, sinon il faut déforester. Okay. Déforester pour faire du maïs, déforester pour faire du blé. Et bon, ça c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Julien ? Non, ce que je voulais compléter, c'est que cette hausse des émissions de CO2 là, sur les 10-15 dernières années, il faut rappeler qu'on est quand même dans un monde en croissance. Il y a la forte croissance chinoise, notamment, c'est les Chinois, indienne, etc. Et c'est 31% des rejets de CO2, c'est les Chinois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, se pose la question peut-être d'une sorte d'équilibre mondial des incitations. Après, je pense que c'est un beau projet, le projet européen, justement, d'aller vers la voiture électrique comme outil aussi de souveraineté. Est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans un océan ? Non, mais je pense que si on raisonne comme ça, on ne fait plus aucun effort et on regarde les Chinois, les Américains et nous, on se met à faire n'importe quoi aussi. Économiquement parlant, avec la puissance économique de l'Europe, de ces 27 pays, vu qu'on ne contribue qu'à moins de 8% des rejets de CO2 à l'échelle planétaire, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt une sorte de se servir de notre poids économique pour forcer les Chinois, 31% des rejets de CO2, dont 52% juste pour la production d'électricité. Et 14% les États-Unis, c'est les deux plus gros pollueurs mondiaux. À eux deux, ils font quasiment 50%. En termes de, pas de pollution, en termes de rejet de CO2. Mais je pense que eux, la Chine, vont complètement être aussi ramenés à ces objectifs de réduction de CO2 et de polluants en général, parce qu'ils ont une problématique de qualité de l'air. Et c'est pour ça que Shanghai ou des grandes métropoles chinoises mettent aussi en place des mesures d'interdiction de circulation des voitures thermiques qu'on n'arrive pas à mettre en place en France avec le quasi-abandon des ZFE. Alors, je vais vous poser une question aussi, c'est qu'on nous dit, notamment dans l'électroménager, il faut faire durer son électroménager. Avant, dès qu'on avait un souci, le grille-pain, on le balançait à la poubelle. Le sèche-cheveux, pareil. Aujourd'hui, on peut réparer, il y a des systèmes de réparation et on dit c'est vertueux, ça va dans le bon sens. Pourquoi ça ne se ferait pas avec l'automobile ? Je peux répondre. En fait, l'automobile, c'est comme une centrale à charbon. C'est-à-dire qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire on va prolonger la durée de vie d'une centrale à charbon pour éviter de recréer une centrale nucléaire. Et c'est exactement la même chose avec une voiture thermique. Elle va continuer à produire des émissions de CO2 tant que vous ne la jetez pas. Alors qu'en fait, une voiture électrique, certes, au début, elle produit un petit peu plus de CO2 à la production, mais en fait, très très vite... À la production, je crois que c'est 3 fois plus de CO2 qu'une voiture thermique, à la production. Oui, mais en fait, il faut voir les courbes. En fait, au bout de 11 000 ou 18 000 km, c'est-à-dire pour un conducteur moyen, 1 an et demi, vous avez remboursé votre dette carbone. Et après, pendant 20 ans, parce qu'on disait que les voitures électriques, elles vont durer plus longtemps, elle va ne pas émettre de CO2 parce qu'elle utilisera notre énergie décarbonée, nos propres carburants. Et donc, en fait, c'est vraiment c'est un objet très spécial qu'il faut considérer comme une centrale à charbon. On peut ajouter que le bonus français avec l'EcoScore qui a été mis en place il y a quelques années réintroduit quand même une certaine logique de dire on va soutenir par une subvention publique un véhicule qui a été produit en Europe. Il y a quelques exceptions, rares véhicules produits en Asie qui arrivent à remplir les critères. Et puis ce bonus supplémentaire dont je voulais parler aussi, le bonus batterie européenne, pour inciter même chose à créer une filière. On sait qu'on a un peu de mal en Europe. Alors les batteries européennes, tu parles des gigafactories qui sont implantées en France. Oui, alors qui ont un peu du mal à démarrer, mais par contre, on crée déjà une incitation. Et je pense que là-dessus, la France a quand même plutôt une bonne idée Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces gigafactories ? Parce que ce sont souvent des usines qu'on achète aux Chinois, qui sont implantées notamment dans le nord de la France. Elles fonctionnent pas très bien et on est dépendant d'ingénieurs chinois pour les faire fonctionner. C'est le début. Donc c'est une grosse indépendance énergétique. Bien sûr. Après, je pense qu'à partir du moment où l'usine est localisée en Europe, on a déjà un point positif. Si on ne sait pas la faire marcher.
Alors ça, on va voir. Difficilement. Bien sûr, non, mais on voit les exemples qu'il y a actuellement en France, tu as raison de le rappeler. Parce que c'est des investissements à coût de milliards. Bien sûr. Et sur le papier, c'est super, mais dans les faits, c'est pas génial. Je pense qu'il y a un rattrapage qui va être compliqué. Après, c'est un peu trop tôt pour dire est-ce que c'est déjà un échec. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse, par exemple, une émission entière sur combien vaut un plein d'un véhicule électrique sur l'autoroute, combien vaut un plein d'un véhicule électrique à domicile et combien vaut un plein d'un véhicule en ville. Non, mais en ville. Et qu'on essaye d'expliquer, parce qu'on parle de lisibilité, transparence, d'incitation. Est-ce que c'est clair pour le consommateur qui fait le pas du véhicule 100% électrique? Parce qu'une pompe à essence, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez un prix, vous pouvez même sur Internet, vous savez que le litre de Super 95, c'est à peu près ça, Super 98, c'est à peu près ça, le diesel, c'est à peu près ça. Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un dans la rue comme ça que vous arrêtez en disant quel est le coût du kilowatt. Non, mais c'est quoi le kilowatt? Sur l'autoroute, chez toi, voilà. Sachant que, incitation à l'installation du solaire, incitation à l'installation de la récupération d'énergie. C'est-à-dire de dire... Il y a quand même de moins en moins d'aide. Hein. Non, mais c'est là où je parle d'accompagnement d'incitation. On est capable, et là où je veux en venir, c'est qu'on a des voitures, effectivement, et je rejoins Diane parce que ça a été tout à fait... Alors là, je m'inscris là-dedans parce qu'on milite même là-dedans chez Subaru, dans la relance de la marque Subaru, on parle de durabilité. Et les voitures sont garanties 10 ans. Non, mais la voiture, elle est garantie 10 ans et on la finance sur 10 ans. C'est bien qu'on croit. Non, mais c'est bien qu'on croit. En la technologie. En la technologie et sur le fait que l'électrique traverse les années d'une manière beaucoup plus fiable que d'autres technologies. Mais à ce moment-là, allons jusqu'au bout et bouclons la boucle de quelque chose de vertueux. Mais Pierre, il y a deux choses. Pour le consommateur. Il y a deux choses par rapport à ça. Tu parlais du prix de l'électricité. Prix de l'électricité en 2011, en France, on était à 11 centimes. Un peu plus de 11 centimes, 68 pour être précis. Aujourd'hui, on est à 21 centimes 46. Voilà. Ça, c'est le prix du kilowatt. Alors, prix du kilowatt, à domicile? À domicile. Ouais. L'abonnement de base, 6 kVA en 2011, c'était 82 € par an. C'est passé à 186 €. Donc, on a déjà le prix du kilowattheure qui a doublé en 15 ans, même pas. L'abonnement, il a pris 100 €. Et aujourd'hui, la moyenne sur autoroute, pour un superchargeur, c'est 60-65 centimes du kilowattheure. Donc, pour faire le plein d'une batterie standard de 60 kWh, ça va être à peu près 36 €. Et on sait que sur autoroute, c'est là où on recharge le plus, parce qu'il n'y a pas de régénération au freinage. Donc, on s'arrête tous les 250 km pour une batterie de 60 kWh. Donc, et les prévisions sur le prix de l'électricité pour 2030, on parle de 30 centimes du kilowattheure. Donc, ok, mais... il y a quand même une grosse inflation du prix de l'électricité, et ça risque. C'est ça aussi qui peut angoisser les gens. Le nouveau nucléaire français va coûter très cher. On peut le vouloir ou pas le vouloir, c'est indépendant, mais il va coûter très cher, et donc ça va avoir un prix sur... Très cher à la fabrication pour les nouvelles centrales. En mégawattheure, ce sera 100 € du mégawattheure. Actuellement, on est à 45. Voilà. Et donc, en fait, il faut complémenter ce programme nucléaire par des énergies renouvelables dès maintenant. Parce que quand vous regardez l'Espagne, elle développe beaucoup d'énergie renouvelable et elle est à entre 20 et 35 € du mégawattheure. Donc vous avez bien l'idée, quand vous êtes une grande industrie qui fait de la batterie, vous avez le choix entre aller à 35 € du mégawattheure ou à 100 € du mégawattheure. Et donc ça veut dire que le coût de l'électricité en France va être multiplié par 1,5 ? Si on ne développe pas les énergies renouvelables très très vite. Et après, bien sûr, il y a toute une politique qui est de défiscalisation de l'électricité pour les conducteurs d'électrique. Et ça, on va y travailler. Et après, un autre point que vous abordiez, c'est la lisibilité des prix. Et ça, on aimerait y travailler aussi. On aimerait une grande loi consommateur de véhicules électriques sur l'état de la batterie, sur la lisibilité des prix. Tout ça, ce serait vraiment bien parce qu'on est vraiment là. Ça y est, on y est. Donc maintenant, il faut que le consommateur puisse s'y retrouver. Donc tout ça, c'est des enjeux très importants. Et peut-être un dernier point sur la batterie, parce que je n'ai pas pu réagir tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a des usines de batteries qui ont du mal actuellement à produire, mais l'Europe fait en sorte que toutes les voitures faites en Europe, elles soient incitées à avoir des batteries faites en Europe. Et donc là, on est au début d'un grand changement où en fait la politique industrielle européenne devient beaucoup plus souveraine et on va pouvoir permettre à ces batteries européennes on n'a pas trop de retard aujourd'hui en termes de on a un énorme retard. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la voiture électrique, elle a freiné les marques occidentales et aussi, je mets aussi japonaises dans le lot, et coréennes, qui avaient de l'avance techno sur les moteurs thermiques, qui avaient de l'avance sur les transmissions, parce qu'il n'y a pas de transmission sur une voiture électrique. Sur l'hybridation. Sur l'hybridation, la réglementation a complètement stoppé la R&D par rapport à ça. Donc ça a permis aux Chinois
de nous rattraper, même de nous dépasser, parce qu'ils avaient cette expertise sur les batteries, avec tous les systèmes électroniques, etc., qui nous produisaient pour le monde entier. Donc aujourd'hui, Julien, on a redonné l'avantage aux Chinois. Le système du bonus-malus en soi, il a permis aux Chinois de nous rattraper et de nous dépasser. Je pense pas quand même, parce que je pense que la Chine avait sa propre ambition électrique et qu'en fait, ils ont eu besoin d'un débouché international. Mais la réglementation européenne, en incitant les gens à passer à l'électrique, ça a permis aux Chinois de reprendre le lead. Après, il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'on voulait aussi équiper les ménages européens en voitures électriques. Et qui proposait des voitures électriques pas chères au moment où on a eu un peu ce début de politique incitative, les Chinois. Donc moi, j'ai tendance à dire, certes, bien sûr, il ne faut pas se faire envahir, comme on le dit souvent, et avoir une perte totale de l'industrie européenne, mais il faut aussi replacer le contexte et se dire, c'est pas si mal aussi d'avoir des voitures pas chères, et que les Chinois, à partir d'un certain volume, ils vont produire en Europe. Donc pour moi, les Chinois... Quand on voit, et là ce sera une autre vidéo sur les réseaux, notamment sur la voiture chinoise, parce qu'on va préparer une émission sur, dans 10 ans, sommes-nous tous condamnés à rouler en voiture chinoise. Donc on est un petit peu dedans, mais sans défleurer la mariée. C'est quand même un moment où on se dit, on laisse la part belle aux Chinois, on est en train de désindustrialiser, on continue de désindustrialiser la France et l'Europe. Il y a quand même des fermetures. En 2025, il y a eu des fermetures d'usines, des ralentissements d'usines, des sous-traitants. Oui, mais si c'est les sous-traitants, il n'y a plus de pièces, ça veut dire qu'il n'y a plus de voitures fabriquées chez nous. Peut-être là-dessus, j'ai regardé avec beaucoup d'attention le leasing social et l'éco-score quand il a été fait il y a 2-3 ans. On n'arrivait pas à trouver une voiture électrique faite en Europe. Pourquoi ? Parce que les constructeurs historiquement européens ne s'étaient pas tellement intéressés à cette question de est-ce qu'ils devaient faire de l'électrique ou pas. Pourtant, ils savaient que la réglementation allait venir. Alors on peut dire que c'est... Vous ne pouvez pas dire ça, Diane. Les constructeurs européens, ils ont tous enclenché l'électrique. Relativement tard, en fait, quand on regarde. Ils ont arrêté le développement sur toutes les autres technos et aujourd'hui, ils sont coincés et ils sont obligés de passer à l'électrique. Je pense qu'on peut se dire qu'ils auraient pu anticiper. Si la Chine a réussi à avoir le tournant historique et que les constructeurs européens n'ont pas vu... Parce que les Chinois, ils avaient déjà 35 ans de techno sur les batteries parce qu'ils maîtrisaient que ça. Oui, ils ont eu du... Ah non, surtout, je pense que c'est le contraire. Je pense que les constructeurs historiques avaient beaucoup d'expérience sur le thermique. Ils étaient quand même très convaincus qu'ils allaient réussir à retourner la réglementation et qu'ils ont attendu. Ils ont été très timides, les constructeurs. Ils ne se sont pas beaucoup prononcés. Hein. Là, il y a un peu les Allemands avec le chancelier Merz parce que là, ça devient compliqué. Ils ont perdu 70 000 emplois en 2025. Mais je trouve ils ont quand même été... on ne peut pas dire que les constructeurs européens, ça c'est mon avis personnel, n'ont pas joué le jeu de la réglementation. Ils n'ont pas traîné les pieds. Hein. Ils ont mis des milliards d'euros sur la table pour passer au tout électrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, je pense que c'est quand même peut-être plus nuancé, mais après... Et puis il y a un contre-exemple peut-être en France avec la Renault Zoé, qui était quand même une des pionnières de l'électrique, qui partait d'une citadine, donc un modèle... Ou la IMF chez Mitsubishi. Bien sûr, c'est ça que je veux dire aussi, pardon. Ou la IMF chez Mitsubishi. Allez, on va conclure ce débat, cette vidéo sur le bonus-malus, qui a quand même beaucoup débordé sur la voiture électrique, sur les enjeux, mais il y a tellement de choses à raconter. Peut-on améliorer ce système ? Diane ? Alors, je pense qu'on est en train de l'améliorer. La recharge est largement en train de s'améliorer. La souveraineté industrielle est en train de s'améliorer. Je le disais, donc actuellement, on va avoir un texte européen qui incite les voitures faites en Europe avec des batteries européennes. L'accessibilité des voitures neuves est en train de s'améliorer avec des voitures qui vont être à entre 15 000 et 20 000 euros pour des petites électriques. Et les flottes d'entreprises sont en train de s'électrifier, donc on va même avoir de l'électrique sur le marché de l'occasion d'ici à 3 ans. Donc on est vraiment sur un changement de régime. Il faut être un petit peu patient, c'est vrai. D'ici à quelques années, je pense qu'on ne se posera même plus la question. Julien, est-ce qu'on a les moyens de ça ? Parce que ça, c'est effectivement, sur le papier, c'est chouette, mais est-ce que factuellement, c'est possible ? Oui, je pense qu'il faut une vraie démarche de réflexion sur ces aides, comment, je pense qu'on l'a abordé dans la discussion, comment les orienter peut-être vers les populations qui ont le plus besoin d'être aidées pour changer de véhicule, de sortir peut-être d'une certaine incohérence, d'aider des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'être aidés, juste pour éviter qu'ils achètent une voiture thermique et les inciter à passer à l'électrique, même haut de gamme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rationalité à apporter. Le petit changement récent qu'il faudra aussi surveiller, c'est le basculement du bonus. C'est un peu technique, on ne l'a pas abordé, mais
du budget directement de l'État à ces fameux certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est un tour de passe-passe pour nous faire croire que c'est devenu rentable. C'est ça, avec le malus qui en plus grossit. Et c'est pas rentable et voilà, pour l'État. Et quid de dispositifs comme MaPrimeRénov' qui permet quand même la rénovation énergétique des bâtiments, qui se retrouve finalement dépouillé de ses financements pour abonder on a des la voiture électrique. pour habiller Jacques et pour dire que Jacques, il était vertueux. Ça on le verra c'est un peu de l'enfumage. à l'analyse de ce changement qui a eu lieu l'an dernier, mais qui je pense est assez important. Pierre, le système bonus-malus, c'est une bonne chose ? Non, mais pour conclure, moi je dis que c'est une bonne chose à partir du moment où il est incitatif et pas punitif. Et aujourd'hui, il est quand même considéré par les gens comme étant extrêmement punitif. Exactement. Et nous, comment on fait pour changer la mentalité de ça? On milite pour l'incitation. On est en contact permanent. On a parlé des sociétés, mais il y a énormément il y a la moitié du marché qui est du véhicule neuf qui est tourné vers le particulier. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a une certaine maturité. Si je m'écarte de Subaru, je pense que sur l'électrique, on est arrivé à une certaine maturité en termes de technologie, de réponse aux besoins. Il y a un effort sur le prix qui est en train d'être opéré, honnêtement. Sous la pression, Julien l'a rappelé, il faut appeler un chat, des marques chinoises. La concurrence est en train de faire son effet aussi, parce que ces gens-là, factuellement, sont moins chers. Donc forcément, l'intégralité des constructeurs travaillent aussi sur ces niveaux tarifaires. Et je trouve ça dommage que finalement, on est en train de sentir, en tout cas nous sur le terrain, moi qui passe une grande partie de mon temps en concession, à discuter, comme toi Grégo aussi, sur des salons, des salons. Ouais, moi j'étais au salon de Bruxelles. Non mais en prenant l'exemple du salon de Bruxelles ou même de pays limitrophes, je veux dire, l'excitation sur le véhicule 100% électrique n'est pas du tout le même. Enfin, je veux dire, il suffit de passer la frontière. Moi j'étais au salon de Bruxelles, une fête de l'automobile, des stands dans tous les sens, des voitures électriques dans tous les sens. L'Allemagne, j'en ai parlé. Moi j'appelle à l'incitation, à l'harmonie et à une lecture. Oui, mais une lecture. Et c'est pas arrêtable. Moi je suis désolé, mais alors c'est en marche, c'est pas arrêtable. Assurément. Vraiment assurément, parce que cette stratégie de réduction des émissions de CO2 chez les constructeurs, elle est complètement acquise. Personne n'est contre cette direction. On veut juste maintenant que le consommateur fasse le pas. On est là pour l'accompagner. Et dans cet accompagnement, aujourd'hui, sur le marché français, moi, ça serait ma conclusion sur le bonus-malus, on a une certaine frustration du manque d'incitation sur des petites choses du quotidien. Ça reste un objet de liberté. Ça reste un objet de liberté. Et là, quid aussi de la facilité à se mouvoir d'une frontière à l'autre avec un véhicule électrique. Bon, on a plein de choses. C'est encore un autre débat. On a plein de choses, effectivement. C'est que l'automobile, c'est très riche. Merci à tous les trois. Diane, merci, en tout cas. Julien Merci. Et Pierre. Voilà, c'était l'Auto Fight Club sur mes réseaux sociaux. On va bien sûr débattre de plus en plus. Une parole libre, pas de langue de bois. On essaye de vous apporter un éclairage, un décryptage de l'actualité automobile. On vous embrasse. Commentez surtout cette vidéo, c'est super important. Vos commentaires, partagez-la. Pensez bien sûr à vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux, notamment cette chaîne YouTube, et activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. On vous embrasse.